Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le 1er novembre 1967, Maune porte un uniforme de l'armée anglaise, des Gordon Highlanders, et sous son bras, il y a une espèce de gros paquet qui a été fait avec du papier marron. Il se rend au lycée St. John's à Dundee, situé en Écosse, lycée dont il a été expulsé quelques années auparavant, en 1964. Le 1er novembre 1967, c'est une matinée très sombre. Il fait froid. Le temps est orageux. Il entre dans une annexe du bâtiment principal et il monte les escaliers. La première salle de classe dans laquelle il veut entrer est vide. Donc il décide de passer à la suivante. Il se retrouve dans la salle de classe de Nanette Hanson, une professeure âgée de 26 ans qui est enceinte. Elle est en train de donner un cours de couture et dans sa classe, il n'y a que des filles, 11 pour être plus précise, âgées de 14 à 15 ans. Lorsqu'il est dans la classe, Maune annonce qu'il est en train de faire une prise d'otage. Il ordonne à 2 jeunes filles de prendre les meubles, les bureaux, les tables, les chaises, de tout empiler et de les mettre contre la porte afin que personne ne puisse entrer. Ensuite, il pose son espèce de gros paquet qu'il avait sous le bras sur le bureau et il l'ouvre. Et là, toutes les filles ainsi que la professeure découvrent avec stupéfaction qu'il y a un fusil à l'intérieur. Pendant ce temps-là, le directeur, quelques profs et des étudiants avaient entendu du bruit et se sont précipités vers la salle de classe. Seulement voilà, lorsqu'ils arrivent devant, ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Ils demandent ce qu'il se passe, ils essayent de communiquer avec Maune, mais ça ne change rien. Maune reste dans la classe. Et c'est la professeure, Nanette, qui se montre très courageuse et qui l'approche. Elle essaye de savoir ce qu'il se passe, elle lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui, en échange de la libération des jeunes filles. La seule chose qu'il veut, c'est une ancienne connaissance à lui, enfin une soi-disant ancienne connaissance à lui, qui s'appelle Marion Young. Marion Young, elle est âgée de 18 ans, c'est une étudiante infirmière et il se trouve qu'elle est également dans l'école à Dundee. Quand je dis soi-disant, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas réellement. En fait, ils se sont rencontrés 4 ans auparavant, mais elle n'a pas été marquée par cet homme. Alors que lui, ça lui a suffi pour tomber éperdument amoureux d'elle. Je dirais même que c'est carrément une fixette qu'il fait sur elle, au point de prendre en otage toute une classe pour pouvoir la revoir. La police commence à encercler l'école et lorsque Maune voit ça, il ouvre quelques fenêtres et il commence à tirer par les fenêtres. En même temps, on fait venir Marion Young sur place, enfin elle était déjà sur place mais on l'a fait venir, et elle se porte volontaire en disant à la police « Je peux rentrer dans la salle de classe si vous voulez, si ça peut le calmer, je peux y aller, je peux essayer de le convaincre. Et en plus de ça, comme je suis étudiante infirmière, s'il y a besoin de faire quelques soins médicaux, je peux éventuellement aider. » À ce moment-là, les policiers, ils ne savent pas quelle est la situation à l'intérieur de la classe. Et en réalité, il est trop tard, car Maune a déjà agressé 2 jeunes filles au fond de la classe. Ils acceptent tout de même que Marion Young rentre à l'intérieur de la classe. Et lorsqu'elle arrive, elle parle à Maune. Elle lui dit « Tu sais, il n'est pas trop tard, tu peux encore libérer les étudiantes, tu n'as tué personne, tu n'as pas trop fait de mal, pas trop fait de dégâts, donc tu pourras t'en sortir. » Nanette l'appuie également sur ce point-là, et toutes les deux, elles réussissent à le convaincre, et Maune libère les jeunes filles, les 11 jeunes filles. Et lorsque Nanette Hanson fait également la queue pour pouvoir sortir de la classe, il lui dit « Pas toi. Toi, je te veux ici. Tu ne bouges pas. » Dans la salle de classe, il ne reste donc que Nanette, Marion et Maune. Les 2 femmes lui demandent de poser le fusil, ce qu'il ne fait pas. Il avait pris soin de fermer la plupart des rideaux de la classe, pour que les gens ne voient pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Seulement voilà, il y a un rideau qui n'est pas fermé. Vers 16h30, Maune demande à Nanette d'aller fermer ce rideau qui est au fond de la classe. Elle s'exécute. Au moment où elle se retourne pour aller fermer le rideau en question, Maune lui tire une balle dans le dos. Au procès, Marion Young
témoigne en disant « Madame Hanson a gémi et est restée quelques secondes debout avant de tomber au sol. Je suppose que j'ai été abasourdie pendant un moment ou deux, puis j'ai couru vers Madame Hanson. J'ai essayé de trouver un pouls, il était très faible. Je me suis mise à genoux et je l'ai supplié « Vous devez m'aider !» Il a ri, puis il a dit « Fais ce que tu veux !» À partir de ce moment-là, Marion Young, elle s'en fiche pour sa vie. En fait, ce qui l'importe, c'est surtout de sauver celle de Nanette. Donc elle enlève les meubles, elle enlève tout ce qu'il y avait au niveau de la porte. Elle l'ouvre, elle sort en criant, elle demande de l'aide pour qu'on puisse sauver la vie de Nanette. Malheureusement, il est trop tard. Nanette Hanson décède et son bébé ne survivra pas non plus. La prise d'otage de Mon a duré 2 heures avant que les policiers n'entrent dans la salle avec des chiens. Et lorsqu'ils arrivent dans la salle, Mon est assis au bureau et il rit. En 1968, un an après l'affaire, Robert Mon est déclaré inapte à plaider coupable au procès à cause de sa schizophrénie sévère. C'est le docteur Peter Engel qui l'a examiné et qui a dit par la suite que la forme de folie de Mon était la schizophrénie. Il a également déclaré que son trouble mental nécessitait un traitement hospitalier. Compte tenu de ses tendances dangereuses, violentes et criminelles, ce traitement devrait être dispensé dans un hôpital public. Le docteur James Fleming McHargue, psychiatre consultant et maître de conférences en psychiatrie clinique à l'université de Dundee, a déclaré, lui, que les processus de pensée de Moon étaient sérieusement perturbés par des raisons de psychose schizophrénique et qu'il n'était pas en mesure d'instruire sa défense concernant aucune des accusations ni de suivre des procédures devant les tribunaux. Il dit également que Mon est fou et que durant son acte en 1967, il souffrait déjà d'une psychose schizophrénique. À ce moment-là, il ne pouvait pas comprendre que ses actes étaient mauvais. Après avoir été déclaré légalement fou, il est placé en détention à durée indéterminée dans un établissement psychiatrique sécurisé. Robert Mon Jr. naît en 1948, on n'a pas la date exacte de sa naissance, et son père, Robert Mon Sr., l'a maltraité durant toute son enfance. Il aurait même, selon les dires de Mon Jr., autorisé un de ses voisins à violer son fils lorsque ce dernier n'était âgé que de 8 ans. En 1959, Mon étudie à St. John's, à Dundee, l'établissement dans lequel il a pris en otage une salle de classe. Pendant ses études, ce qu'on en ressort, c'est qu'il est très difficile et qu'il a du mal vraiment à apprendre les choses et à rester en place. Un enseignant l'a même décrit comme étant une grenade réelle dans la classe. En fait, l'éducation de cette école ne lui convenait pas car selon lui, les frères maristes qui dirigeaient l'école étaient beaucoup trop sévères. En 1964, il est expulsé de St. John's et personne ne sait vraiment pourquoi il a été expulsé. Et après ça, il a décidé de s'enrôler dans l'armée. Il a été affecté en Allemagne de l'Ouest avec les Gordon Highlanders. Je vous ai dit qu'il n'avait pas vécu une enfance très facile et l'armée, ce n'est pas non plus une période qui est très heureuse pour Mon. En effet, on l'a forcé à témoigner contre 2 officiers devant une cour martiale. Ce témoignage lui a valu le surnom de cafeteur, rapporteur. Et forcément, les autres soldats, ils n'aimaient pas trop ça. Après ce geste, on l'intimide énormément. Il décide donc de s'enfuir de l'armée et il se rend à Londres. À Londres, il achète un fusil de chasse pour être plus précise, et quand il achète ce fusil, il a déjà des idées en tête. Il retourne ensuite à Dundee, une ville qu'il connaît très bien puisqu'il a grandi là-bas, et à Dundee, bon, il a plus de travail, il est plus dans l'armée, il ne fait rien de ses journées, donc, enfin si, il fait quand même quelque chose, il passe ses journées à boire, et un jour, après avoir bu, il se rend au lycée St. John's à Dundee. Vous savez ensuite ce qu'il s'est passé, il a pris une classe en otage, il a été arrêté, envoyé dans un établissement psychiatrique sécurisé et 3 ans après, en 1970, il fait de nouveau parler de lui. Il rencontre Thomas McCullough que les gens surnomment psychopathe incurable. Ils deviennent très vite amis, même meilleurs amis et même amants, selon certains dires. Vous vous doutez bien que ce genre de personnages ensemble, ça ne peut faire que des dégâts.
Thomas McCullough avait été incarcéré car il avait tué un chef d'un hôtel. En fait, un jour, on lui a apporté une tartine, enfin du pain avec du beurre, et il a redemandé du beurre car il disait qu'il n'y avait pas assez de beurre pour son morceau de pain. Le chef a refusé, pour une raison que j'ignore, de lui redonner du beurre. Ça n'a pas plu à McCullough, il l'a tué, et au passage, il a également blessé une serveuse. Ensemble, McCullough et Mon, ils s'ennuient. Ils sont incarcérés, mais c'est pas une vie qui leur convient. En plus, Mon se plaint très souvent de sa condition. Et les deux se disent « Tiens, on va faire quelque chose. On en a marre d'être ici. Viens, on prévoit notre évasion. » Ils attendent le moment parfait. Et le moment parfait tombe le soir du 30 novembre 1976. Ce soir-là, ils déclenchent 3 heures de violence chaotique. Ils commencent par attaquer Nell McLellan, un infirmier de 46 ans, ainsi qu'un codétenu, Ian Simpson, âgé de 40 ans. Ces deux hommes étaient dans une salle sociale sécurisée de l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à ce moment-là, mais ils étaient là tous les deux. Mon commence par sprayer de la peinture dans les yeux de l'infirmier pour que celui-ci ne voit plus rien, puis il lui plante une fourchette, en fait il le poignarde avec une fourchette et il va même jusqu'à s'acharner sur lui puisqu'il le fait jusqu'à ce que ce dernier décède. Le plan des deux hommes était très simple, immobiliser l'infirmier, pas tuer dans un premier temps, je tiens à le préciser, pour ensuite lui voler ses clés. McCullough de son côté, il est allé chercher une hache dans l'abri de jardin de l'hôpital. Il revient dans la salle et il se dit « Mon copain, là, il a tué quelqu'un, moi aussi j'ai envie de tuer quelqu'un. » Donc avec la hache, il tue le codétenu Ian Simpson. Puis il récupère les clés et il dit à Mon « Tiens, reste un peu près de la porte, vérifie qu'il n'y a personne. J'ai oublié de faire quelque chose, j'arrive. » Il retourne dans la pièce et il s'acharne totalement sur les deux corps en leur donnant plein de coups de hache. Il dira certainement qu'il voulait juste s'assurer qu'ils étaient bien morts. En réalité, il s'est acharné sur eux, il les a massacrés juste pour le plaisir. Après ça, les deux hommes escaladent un mur, ils utilisent même une échelle de corde qu'ils avaient fabriquée les semaines précédentes et ils s'enfuient de la prison. Il y a quand même un petit problème. Les deux hommes sont dehors, c'est une chose, mais la prison, l'hôpital dans lequel ils étaient, c'est un peu reculé de tout. Donc il leur faut une voiture. Ils se disent « On va tendre un piège à des gens. » Mon s'allonge par terre, il fait comme s'il était blessé et qu'il allait pas bien. McCullough, de son côté, enfile une blouse d'infirmier. Il avait également mis une fausse barbe et ils essayent d'arrêter les voitures qui passent. Il y a 2 voitures qui passent. La première voiture, c'est une voiture de civil. Ils ne s'arrêtent pas. La deuxième voiture, c'est une voiture de police. Et là, on pourrait se dire « Chouette, ils vont de nouveau être arrêtés. » Eh ben non. Les 2 policiers s'arrêtent, ils sortent, ils demandent si tout va bien. À ce moment-là, McCullough leur dit « Il est blessé, il faut l'aider, etc. » Et comme les 2 policiers n'étaient pas dans l'enceinte pénitentiaire, ils ne les connaissent pas. Donc pour eux, ce sont simplement des personnes qui sont blessées et qui ont besoin d'aide. Ils se dirigent donc vers Mon et au moment où ils tournent le dos, McCullough leur saute dessus, leur assène des coups de hache. Mon se redresse et lui, il essaie de les poignarder avec une sorte de couteau. George Taylor, l'un des policiers, âgé de 27 ans, est brutalement assassiné. Et pour être tout à fait honnête avec vous, McCullough lui a également coupé la tête. Les 2 hommes montent dans la voiture de police pour s'enfuir. Ils laissent derrière eux le policier qui est décédé et le deuxième policier qui est gravement blessé, qui est dans un sale état, mais qui lui survivra. À ce moment de l'histoire, personne à l'intérieur de l'hôpital n'a vu que l'infirmier et le codétenu étaient décédés. Donc, pour l'instant, ils sont tranquilles. Un autre problème qui survient pour les 2 hommes, nous sommes au mois de novembre. Les routes sont verglacées et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas conduit. Donc, ils n'ont plus l'habitude de conduire et en plus de ça, la route, ça glisse. Ils crachent la voiture. Mais heureusement pour eux, un van qui arrive en sens inverse s'arrête pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. Ils recommencent leur petit numéro. Cette fois-ci, McCullough se fait passer pour un policier en disant que Mon est son détenu et qu'il doit l'amener en prison. Les personnes du van se disent « Ok, c'est un policier, on va l'aider, on va le faire monter à l'intérieur, on va l'emmener où il veut en fin de compte. » La gentillesse de ces personnes les perdra puisque Mon et McCullough les prennent en otage et s'enfuient à toute vitesse avec le van. Les otages sont à l'arrière du van à ce moment-là.
Et au moment où il conduit, McCullough, il commence un peu à se dire « Oula, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Il n'arrive plus à reprendre ses esprits et il commence à conduire dans l'herbe, dans les champs. Et au final, à un moment, ils s'enlisent dans la boue. Ils sont forcés de laisser le van en plein milieu. Ils partent et heureusement pour les otages, ils les laissent là et ils s'en vont. Donc pour le coup, les otages, ils n'ont pas été blessés, ils n'ont pas été tués. Traumatisés certes, mais ils sont en vie. Ils marchent un petit peu, ils trouvent une ferme qui est occupée et ils terrorisent la famille en leur disant « Donnez-moi les clés de votre véhicule ou sinon je vous tue ». C'est leur troisième véhicule qu'ils prennent. Mais lorsqu'ils récupèrent leur troisième véhicule, les corps de l'infirmier et du codétenu ont été découverts. Donc la police du nord de l'Irlande et celle du sud de l'Écosse commencent à enquêter. L'état d'alerte est maximal, ça fait 3 heures à peu près que les 2 hommes sont partis. Et la police les retrouve très facilement, puisque comme ils ont changé très souvent de véhicule et qu'ils n'ont pas fait des grandes distances à chaque fois, ils n'étaient pas très loin de l'hôpital. Et même quand ils sont menottés dans la boue, au sol, ils continuent de se débattre. La police en déduit qu'ils avaient planifié ça depuis des mois, puisqu'ils retrouvent des couteaux et des haches faits maison qu'ils avaient fait à l'hôpital, mais également des fausses pièces d'identité et aussi des chapeaux et des uniformes qu'ils avaient volés et rangés dans leur chambre. Selon la police, le cerveau de l'opération reste quand même Thomas McCullough et Robert Munn, il l'a fait pour le suivre un petit peu parce qu'il avait envie de s'enfuir, mais c'est pas lui qui a pris toutes ces initiatives. Non seulement ils sont choqués de voir qu'ils avaient préparé ça depuis des mois, mais une autre découverte les choque d'autant plus. Dans la poche de McCullough, ils trouvent une oreille. Une oreille, comme ça. Et après avoir cherché qui aurait pu avoir une oreille coupée, ils se rendent compte que c'est Ian Simpson, le codétenu, qui avait une oreille en moins. Donc avant de partir, et lorsqu'il a décidé de les massacrer juste pour le plaisir, McCullough a également coupé l'oreille de Ian Simpson pour la garder avec lui en guise de souvenir, de trophée. Après cette évasion et ces crimes, les 2 détenus sont mis dans des prisons séparées. On ne veut plus qu'ils soient ensemble. Et vous pensez que l'histoire se finit là ? Eh bien non. En 2002, en raison de la loi européenne sur les droits de l'homme, les peines à perpétuité deviennent illégales. Robert Munn et Thomas McCullough, qui avaient écopé de peines de prison à perpétuité, se retrouvent donc avec une peine de prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle. En 2007, Munn a cette possibilité-là. La journée, il est dehors et le soir, il revient en prison. Mais ses chances que cette libération conditionnelle dure et qu'ensuite il soit libéré totalement, s'envole lorsqu'il décide de se battre avec un codétenu. McCullough, lui, de son côté, a été libéré sous licence en 2013 et il vit chez une mère célibataire de 3 enfants à Dundee. Aujourd'hui, Munn, qui est âgé de 75 ans, est toujours incarcéré à la prison de Glenoshill. Vous pensez que l'histoire s'arrête là ? Eh bien non, figurez-vous que Robert Munn est un nom qui va réapparaître de nouveau dans les journaux 2 années après sa tentative d'évasion. Nous sommes le 29 décembre 1978 lorsque sa grande-tante Agnès, âgée de 78 ans, disparaît comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain, plus personne n'entend parler d'elle, plus personne n'a de nouvelles d'elle. Les gens commencent à s'inquiéter, la police se rend chez elle pour faire une rapide enquête de voisinage, ils essayent de toquer aux portes des voisins, mais ils n'en apprennent pas plus, et ils essayent également de toquer à la porte de l'appartement du dessous, et par contre là, personne ne répond. En dessous de son appartement, c'était Jane Simpson, âgée de 70 ans, qui y vivait. Sans réponse, la police décide de rentrer dans l'appartement de force. Et lorsqu'ils arrivent à l'intérieur, ils découvrent les corps d'Agnès et de Jane sans vie. Elles n'ont pas seulement été tuées, elles ont été brutalisées, meurtries, étranglées, et il y a même encore les collants autour de leur cou. La police fait le tour de l'appartement et trouve dans la chambre une 3e femme, Catherine Miller, âgée de 29 ans, et qui était mariée depuis 2 semaines seulement. C'est son mari qui avait déclaré sa disparition, puisque 1 semaine après leur mariage, il n'avait pas de nouvelles d'elle. Comme les 2 autres femmes, elle n'a pas seulement été tuée, elle a été brutalisée, meurtrie, assassinée. Bref, le tueur s'est acharné sur ces 3 femmes. Commence alors la plus grande chasse à l'homme dans l'histoire locale. L'indice que les policiers ont, c'est que les 3 femmes ont été frappées avec une bague qu'on peut très facilement distinguer.
En fait, grâce aux marques laissées sur les corps des 3 femmes, ils ont l'image exacte qu'il y a sur la bague. C'est dire à quel point cela a dû être violent. Les policiers essayent de trouver un lien entre les 3 femmes. Et le lien qu'ils trouvent, c'est celui de Robert Monn Senior, pas Junior. Eh bien non, puisque Robert Monn Junior, lui, est en prison. Donc lorsqu'on entend de nouveau parler de Robert Monn, on parle cette fois-ci du père. Il est également connu sous le nom de Sonny. Il avait déjà une sacrée réputation avant que son fils ne devienne un tueur. Quand je dis sacré, ce n'est pas du tout un terme élogieux. Il était déjà traité d'ivrogne, de piece of shit, donc d'une merde. Tout le monde le détestait et toutes les personnes qui le rencontraient et qui ne le connaissaient pas de base le détestent. Il s'était même vanté un jour dans un bar de sa volonté de surpasser les actions de son fils. Il était très fier de son fils, de ce qu'il avait accompli, donc de ses meurtres et de sa réputation. Et il voulait faire un peu comme lui. Wow. C'est pas un concours là, hein. Il avait également un tatouage sur lui, IHS, In His Service, à son service. Et en fait, c'était surtout au service du diable. Pendant son interrogatoire, Robert Monn, Senior, le père, explique qu'effectivement, il était dans l'appartement. Il était avec Agnès, Jane Simpson, mais également avec un autre homme, Stewart, et que tous les 4, ils étaient en train de boire. Il dit ensuite qu'à un moment, il n'avait plus d'alcool. Il avait dit à Stewart Hutton, reste dans l'appartement avec les filles, et moi je vais chercher de l'alcool et ensuite je reviens. Il dit à la police que quand il est revenu, Stewart n'était plus là, mais que les 2 femmes étaient décédées. La police interroge Stewart. Et de son côté, lui il dit que oui, tout ce qu'il dit c'est vrai au début, ils étaient dans l'appartement, ils buvaient, mais ce n'est pas Sonny qui a été cherché à boire, c'est lui. Et ensuite il n'est pas revenu, car il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il savait, il voyait que Sonny était déjà très alcoolisé, et donc quand il a dit qu'il partait pour aller chercher de l'alcool, en réalité il voulait juste partir et ne pas ramener de l'alcool parce qu'il était déjà au-dessus de la limite. Les policiers confirment les dires de Stewart, puisque après avoir fait une petite enquête dans les magasins et les supérettes de la ville, ils ont effectivement remarqué qu'il n'avait pas été acheter l'alcool. Sonny a été interviewé pendant des jours et il n'a jamais plaidé coupable, il n'a jamais avoué, mais il n'a jamais nié aussi. Il a juste dit aux policiers, vous savez quoi, mettez-moi en prison. Quand il l'interroge, il n'a pas de bague sur lui. Cependant, lorsqu'ils se rendent chez lui pour l'arrêter, il a une bague. C'est une bague qui est assez grosse avec une pierre, une jade, qui est sertie à l'intérieur. Et fait un peu ironique, cette bague lui avait été offerte par son fils le matin du 1er novembre 1967, juste avant qu'il prenne en otage la salle de classe. Le 18 janvier 1978, Sonny est arrêté et il est condamné à une peine de prison à vie, un minimum de 15 ans à faire. Cependant, il n'est pas content. Il n'est pas content puisqu'il n'est pas dans la même prison que son fils. Bah oui, mais bon, ça, choisis pas. Hein. En 1983, Sonny sort de prison. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais attends, il devait pas faire 15 ans. Je comprends pas pourquoi il sort de prison. Et je vous ai pas précisé. Il est sorti de prison en étant décédé, pas en étant vivant. En effet, c'est un de ses co-détenus, Anthony Curry, qui l'a tué. Anthony Curry en avait marre d'entendre Sonny se vanter sur ce qu'il avait fait. Il a même dit que c'était la personne la plus odieuse du pays. Donc un jour, il a pris 2 couteaux et il l'a tué. On a souvent l'habitude de dire de père en fils. Là, dans ce cas-là, je pense qu'on peut facilement dire de fils en père, puisque c'est le père qui a voulu essayer de surpasser son fils et le copier. Pas vraiment la meilleure des idées, mais soit, il l'a fait. Donc si jamais un jour vous croisez un Monn, faites attention. Voilà, c'est la fin de cette histoire, de ce psychopathe Robert Monn Jr. et de son père également fort dérangé Robert Monn Senior. Ils ont fait beaucoup parler d'eux en Écosse dans les années 70, forcément avec leurs crimes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.